J'étais en prison. Et Mecker, donc, habitait où à cette époque-là? Je ne sais plus, j'ai oublié, c'était dans la région parisienne. Dans la région parisienne. Et l'activité donc de André et Lunette à Marseille, quand vous l'avez connu, consistait à quoi? Je ne sais pas très bien quelle était sa position dans l'organigramme du FLN, mais ce qui était remarquable chez lui, c'est sa personnalité. Par rapport aux autres responsables algériens, je ne crois pas l'embellir outre mesure en disant que c'était le plus ouvert. Comme ce que j'ai dit de nos conversations le montre assez, le plus ouvert sur le plan politique. Il avait sans doute aussi une éducation, pas théorique, mais une éducation politique de terrain, plus solide que les autres. On sentait l'influence du mouvement ouvrier. Et cela m'a été confirmé quand j'ai su, je ne sais pas à quelle époque je l'ai su, qu'il avait été lui-même métallo, ouvrier dans une grande usine de Paris, dans la région parisienne. Il avait une formation un peu CGT, si vous voulez, et ça le distinguait des autres. Il avait une allure, une façon de se comporter, un comportement à l'égard de l'islam plus humoristique et plus critique. Il avait un comportement plus laïque. Et puis il était rigolo, il avait un rire qui était presque célèbre parmi nous, un rire un peu sardonique, un peu méchant quelquefois à l'égard de nos ennemis. Il avait comme caractéristique également une extrême prudence. C'était le chat. Il avait un côté chat, avec un regard très rapide comme ça, avec une façon de se prémunir contre les mauvaises surprises, les mauvaises rencontres, une façon de changer au dernier moment l'endroit où il voulait coucher. Par exemple, à plusieurs reprises, il m'a fait le coup à moi-même. J'habitais à l'époque un petit HLM à Mazargues, qui est une banlieue de Marseille, banlieue charmante d'ailleurs, et à plusieurs reprises, j'ai été comme ça avec Maurice. Apparemment, il faisait semblant de ne pas savoir où il allait coucher. Il attendait que je lui dise « tu viens chez moi ». Et il est venu chez moi, sans que personne ne le sache à l'avance, y compris nous. On ne pouvait pas tomber dans une embuscade, puisque on ne savait pas nous-mêmes où Maurice se coucherait ce soir-là. Donc beaucoup de prudence, beaucoup de savoir-faire pratique, beaucoup d'ouverture politique, beaucoup de prudence politique aussi. C'est-à-dire qu'il ne se hâtait pas de prendre une position sur tel ou tel problème qui se posait à nous. Et quelle était sa position par rapport donc, au service de sécurité française, à DST? Était-il plutôt au tempérament à vouloir riposter ou alors à prendre des coups comment... Je ne sais pas très bien dans le Midi, parce que le Midi, quand il est question de coups, question de la DST, bien sûr, qui torturait, et les autres services de police, c'était pareil. Mais la DST torturait à tour de bras en France même, hein, à l'évêché. Ce qu'on appelle l'évêché, c'est l'hôtel de police à Marseille. Tout le monde dit l'évêché, parce que c'est près de la cathédrale. Donc à l'évêché, à l'hôtel de police, on torturait beaucoup. On torturait les Algériens, pas les Français. Les quelques Français qui ont été arrêtés, comme Joseph Roger, il a reçu une claque, paraît-il, ou un coup de poing. Moi, je n'ai pas été touché, la plupart n'ont pas été touchés. Et donc, ils respectaient physiquement les Européens, mais ils torturaient à mort les Algériens. Donc, il y avait cette réalité de la torture policière. Mais le problème du MNA, qui se posait à Paris, dans la région parisienne, dans la région du Nord, ne se posait pratiquement pas à Marseille, ou était résolu à l'époque où je me suis allié à eux par le fait. C'est-à-dire que le MNA, c'était des vieux militants MTLD, qui étaient là bien avant la guerre d'Algérie et qui étaient restés fidèles, quelquefois par fidélité politique, par sentimentalité, au vieux chef, à Messaliage. Ce genre de militants FLN n'existait guère dans le Midi, parce que c'était une immigration algérienne plus fluide, plus instable, moins durable, si bien que ce problème de coups et blessures, enfin de violence, ne se posait guère de ce côté-là. Ce qui s'est posé, c'est le problème de la liquidation de certains traîtres qui travaillaient avec la DST. Et c'est l'affaire Younsi, sur laquelle justement, je peux parler si vous voulez. Oui, oui s'il vous plaît. Younsi était un petit cadre du FLN qui a exercé ses activités dans la gare, d'ailleurs, vers Alès, paraît-il. Il venait du milieu, d'un petit milieu un peu minable. Il vendait des chemises à rue Tubano, comme je l'ai appris quand j'ai été
au quartier algérien des Baumettes. Quand ils ont fini par me transférer des droits communs au quartier algérien, j'ai appris un tas de choses sur certains dirigeants FLN locaux. Alors j'ai appris en particulier que Younsi, Jacques ou Charles, on l'appelait Jacques ou Charles, me semble-t-il, Younsi en tout cas, avait été donc un petit délinquant, il vendait des chemises volées. Alors il a été pris par la DST alors qu'il était à Alès, il a été torturé et il a accepté de travailler pour eux. Il livrait des noms, des renseignements sur les responsables, alors il faisait en sorte que c'était ses supérieurs à lui qui soient arrêtés, si bien qu'il les remplaçait. Chaque fois qu'on arrêtait quelqu'un, Younsi montait dans l'organigramme. C'était une façon admirable de pratiquer une politique d'avancement, d'exploitation des ressources humaines, comme on dit. Il devenait grand chef, de plus en plus grand chef. Et puis il avait droit à 10% sur les prises d'argent. L'argent du FLN transité ensuite par l'Italie ou l'Allemagne, mais il était collecté en France. Et donc la DST avait trouvé ce système admirable, c'est de rétribuer Charles Jacques Younsi par 10% des prises. Mais naturellement, on ne lui donnait pas directement et tout de suite. C'était pour après la fin de la guerre. Et c'était en attendant, c'était un inspecteur de la DST qui tenait un compte bancaire, qui recueillait les 10% du fric saisi, 10% qui était réservé pour la suite des choses aux frères Younsi. Alors le système était admirable et ils ont dû se livrer une espèce de guerre du chat et de la souris parce qu'ils tenaient beaucoup sans doute à faire tomber Maurice. Mais en même temps, il se méfiait de lui, il ne savait pas très bien jusqu'à quel point il ne fallait pas respecter Maurice. Enfin, j'ignore le détail, mais en tout cas, ça s'est mal terminé pour Younsi. Younsi a cru s'en tirer à la fin de la guerre d'Algérie. Il est question déjà d'armée des frontières et d'état-major, qui était déjà critique à l'égard du GPRA ou opposé au GPRA. Alors Younsi n'a rien trouvé de mieux que de se déclarer favorable à l'état-major. Il a intrigué à Tunis par l'intermédiaire, paraît-il, de vagues parents à lui, ou de parents à lui, je ne sais pas. En tout cas, il se considérait comme un partisan de l'état-major. Dans la guerre civile qui a commencé à ce moment-là, avant même l'indépendance, entre le GPRA, qui était le pouvoir légal, si on peut dire, et puis l'état-major, qui était en principe aux ordres du pouvoir civil, dans cette guerre civile, Younsi avait pris le parti de l'état-major, ce qui était fabuleusement habile, extraordinairement habile, d'abord parce qu'il a joué la bonne carte. Il a joué la carte de ceux qui allaient gagner, c'est-à-dire l'état-major, et qui a mis Ben Bella au pouvoir à ce moment-là. Donc il a joué la bonne carte, et puis son avenir personnel était garanti, en ce sens qu'on ne pourrait pas lui reprocher d'avoir travaillé pour la DST, étant donné que celui qui dirigerait la DST, c'était des amis à lui ou lui-même. Je vois très bien le grand avenir qu'aurait eu Younsi dans l'Algérie indépendante. Qui aurait dit qu'il avait travaillé pour la DST? Celui qui aurait dit ça n'aurait pas été cru. Il aurait fait une très grande carrière. Il parlait un français parfait, il avait une grande habileté manœuvrière, son avenir était garanti. Alors je ne sais pas très bien ce qui s'est passé entre Maurice et Jacques Charles, mais en tout cas, on a là la perception d'une forme particulière de violence, la violence de la DST, qui torture à mort un petit cadre, et qui en fait un agent à elle, et puis la violence du FLN, qui a tué Younsi, puisqu'ils ont démasqué Younsi à la fin de la guerre, ils l'ont exécuté. Oui, et la Fédération de France du FLN, quelle a été sa position par rapport donc à l'indépendance, donc par rapport à l'armée? Ah ben, dès le début, la Fédération de France était fidèle au GPRA. Ils ont été fidèles au GPRA, c'est-à-dire ils ont pris la mauvaise carte, mais moi je trouve qu'ils avaient raison à l'époque. Et Lunette? Lunette, apparemment, les a suivis aussi, les a suivis dans cette voie. Alors après, dans les affaires qui ont eu lieu en Kabylie, en 62-63, Ben Bella était déjà au pouvoir. Haït Ahmed avait fait le FFS déjà, hein. Dès 63 il y avait un FFS, un Front des forces socialistes. Et puis il y avait le groupe d'Abdelkader qui a disparu. Abdelkader était un descendant authentique de l'émir Abdelkader, qui avait lutté contre les Français au XIXe siècle en Algérie. C'était un descendant authentique, c'était un ancien officier de l'armée française qui s'était rallié au maoïsme, c'est assez curieux. Et il avait formé un maquis en Kabylie. Mais il n'était pas soutenu par la population, alors que le FFS d'Haït Ahmed était soutenu par une large partie de la population kabyle. Voilà, je ne sais pas. La dernière fois que je suis allé en Algérie, je suis allé que 2 fois en tout et pour tout, 3 fois.
3 fois. La dernière fois, l'avant-dernière fois où je suis allé en Algérie, c'était en 63, après l'indépendance, après plus ou moins d'indépendance. J'ai vu Maurice à cette époque-là, dans son village. J'ai vu sa femme et son fils aîné, je crois, donc, votre frère aîné, je crois. Donc, j'ai vu Maurice et une partie de sa famille. Je me souviens plus très bien quelle était sa position, mais apparemment, il était toujours d'accord avec la Fédération de France. C'est-à-dire une position qui n'était pas tout à fait celle d'Aït Ahmed, qui était plus... Enfin, je ne sais plus, hein. Il me semble qu'il y avait une légère différence déjà entre la Fédération de France et puis Aït Ahmed. Ils étaient plus ou moins séparés. Mais je ne sais pas très bien quelle était la position de Maurice, ou je l'ai oublié. J'ai été en Algérie 3 fois, je le précise. Je l'ai été comme militaire contraint et forcé, après avoir beaucoup crié lors des rappels de 56. Nous avions déjà fait le service militaire en 52-54 et on nous rappelait en Algérie. Les types étaient indignés, ils déchiraient leurs cartes du syndicat, etc. Et on criait fusillés d'Immolé. C'était vraiment les manifs de refus caractéristiques qu'on n'a jamais pu reproduire. D'ailleurs, mon idéal, ça a toujours été, sur le plan politique, de reproduire les conditions du printemps 56. C'est-à-dire faire en sorte que les soldats français, au moment de partir, hurlent qu'ils étaient contre. Et ça ne s'est plus jamais reproduit. Il y a eu une deuxième grande manifestation de refus du côté des soldats français, mais c'est beaucoup plus tard. C'est à la fin de la guerre, c'est en 61, lors du putsch des généraux, Chal, Jou, etc. Et à ce moment-là, on a vu que les soldats du contingent faisaient preuve, disons, de mauvaise volonté à l'égard des ordres donnés par les colonels et les généraux. Donc il y a eu une mauvaise volonté des soldats du contingent qui a joué un rôle certainement, peut-être considérable, dans l'échec du putsch des généraux, mais c'était un putsch contre De Gaulle. C'est-à-dire que c'était un putsch légaliste, finalement, qui n'avait rien à voir avec les manifs de 56. Les manifs de 56, c'était beaucoup mieux. Donc j'ai fait partie de ces manifs, j'ai été un des agitateurs dénoncés par les officiers, et on m'a changé d'ailleurs d'unité, enfin on m'a muté d'une compagnie à l'autre, pour me punir d'avoir plus ou moins orchestré les manifestations de mon groupe sur le port de Marseille en 56. Ça c'est la première fois, j'y suis resté 6 mois. La deuxième partie de l'année 56. Puis on nous a fait revenir en France. Les rappelés étaient de piètres soldats, mais ils ont été remplacés par des appelés qui étaient quelquefois plus zélés. En tout cas, ce qui nous manquait à nous, c'était évidemment le tout zèle colonialiste et tout zèle en faveur de la guerre. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois où je suis allé en Algérie, c'est après l'indépendance, c'est en 63. C'est là que j'ai vu Maurice dans son village. Et j'ai pris pas mal de contacts politiques intéressants avec les anciens de la zone autonome d'Alger, avec la Wilaya 4 aussi, on parlait beaucoup de la Wilaya 4, il y avait des éléments tout à fait remarquables à cette époque-là. Mais déjà, c'était l'armée qui tenait le pouvoir et qui allait chasser Ben Bella 2 ans plus tard, en 65. En 65, le paravent Ben Bella a disparu et c'est l'armée directement qui a pris le pouvoir. Mais elle l'avait déjà. La troisième fois où je suis allé en Algérie, alors c'est beaucoup plus tard, c'est fin 91, début 92, au moment où les élections se produisent, le premier tour donne une majorité absolue, semble-t-il, pour les islamistes, ou en tout cas un très fort pourcentage pour les islamistes, et l'armée et divers groupes politiques se mettent d'accord pour ne pas laisser les islamistes prendre le pouvoir légalement. Et c'est Boudiaf. Début 92, Boudiaf. Et là, j'ai passé quelques jours en Algérie qui m'ont été très utiles pour y comprendre quelque chose. En tout cas, j'étais à fond avec Boudiaf. J'étais à fond avec Boudiaf comme je l'avais été après la guerre. Après la guerre, j'avais des sympathies pour le FFS d'Aït Ahmed, j'avais des sympathies surtout pour le PRS, le Parti de la Révolution Socialiste de Boudiaf. Et les